Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler des contes les plus connus de Hans Christian Andersen. Bien que dans cette vidéo je vais vous parler des contes les plus connus, je ne parlerai pas de la petite sirène ni de la Reine des Neiges parce que j'y ai déjà consacré deux vidéos que je vous laisserai en barre d'informations où je les comparais en plus avec leur adaptation Disney, donc ça vraiment je vous laisse aller regarder, j'en reparlerai pas ici dans cette vidéo, je vais plutôt laisser la place à d'autres contes qui sont très connus et dans une autre vidéo je parlerai de contes que moi j'ai aimés mais qui sont beaucoup moins connus. Et pour vous présenter les contes les plus connus d'Andersen, je vais vous les présenter par ordre de préférence, c'est-à-dire de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Alors à chaque fois pour essayer de vous illustrer des contes, je vais essayer de vous mettre des illustrations juste à côté. Et le premier conte que je vais vous présenter est La Princesse au Petit Pois. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce conte honnêtement, mais c'est celui que j'ai le moins aimé à la lecture. C'est-à-dire que c'est un conte dont j'en entendais beaucoup parler. Puis en fait j'ai lu le conte, je me suis dit mais c'est que ça? Sérieux? Donc en fait c'est l'histoire d'un prince qui veut épouser une véritable princesse. Dans son royaume, il y a plein de princesses mais pour lui elles ne sont pas de véritables princesses. Donc déjà le snobisme est incroyable. Et un jour alors qu'il y a de l'orage, une princesse va sonner au château de ce prince et elle va se présenter comme disant être une véritable princesse. Donc vu qu'elle se présente comme une véritable princesse, nous allons l'accueillir dans le château et la mère du prince, pour vérifier ses dires, va la faire dormir sur un lit avec 20 matelas plus 20 édredons sous lesquels elle aura placé des petits pois. Le lendemain matin, la princesse a dit qu'elle avait horriblement mal dormi parce qu'elle avait senti ces petits pois, donc sous l'épaisseur de 20 matelas et de 20 édredons. C'est ça que je me dis, c'est quand même incroyable le truc. Elle dit qu'elle a horriblement dormi et donc on reconnaît en cela une véritable princesse et la voilà qui se marie avec le prince. Honnêtement, ce conte pue la stupidité, hein, c'est ce cas de le dire. Surtout qu'Andersen il va avec de l'exagération, c'est vraiment incroyable là-dessus. Et personnellement, j'ai l'intime conviction que c'est satirique comme conte au final. Alors je sais pas si ça a été voulu, mais honnêtement moi je ressentais de l'ironie, de la satire, même si ça se voyait pas tellement forcément dans le style, mais encore là c'est une traduction. Et c'est vraiment dans l'interprétation qu'on peut le ressentir, vraiment. C'est-à-dire qu'on a quand même un prince qui s'obstine à épouser une véritable princesse et de l'autre côté on a une princesse qui se dit véritable et qu'on confirme comme être une véritable princesse parce qu'elle va sentir des pois sous une épaisseur incroyable de matelas et d'édredons. Il y a quand même une exagération dans le truc qui est quand même bien poussé. Alors bien sûr il ne s'agit que de mon interprétation personnelle, mais du coup j'y vois un peu une moquerie de l'aristocratie, j'ai envie de le dire, avec ces questions de rang, de façon de vivre et tout. Moi ce n'est que mon point de vue, je vous laisse faire le vôtre et on passe au conte suivant. Alors oui déjà parce que le conte est très court, il tient sur 2 pages. Le prochain conte que j'ai à vous présenter est Les Nouveaux Habits de l'Empereur, qu'on peut appeler aussi les habits de l'Empereur, ça dépend des traductions, mais en tout cas dans celle que j'ai c'était Les Nouveaux Habits de l'Empereur. Alors ce conte est aussi assez court mais il est pas moins intéressant. Donc dans ce conte nous avons un empereur qui adore les vêtements, il en a pour chaque occasion, il se change toutes les heures, honnêtement sa véritable passion. Un jour il y a 2 escrocs qui se présentent à son palais et qui lui promettent de faire de très beaux habits dans une étoffe vraiment spéciale. Cette étoffe elle a la particularité d'apparaître quand les gens sont habiles et quand ils remplissent à merveille leurs fonctions et deviennent invisibles donc pour les gens stupides et des gens qui ne remplissent pas bien leurs fonctions. Comme je vous l'ai dit, ces 2 escrocs, c'est ça qu'il faut savoir, ils ne vont jamais tisser cette fameuse étoffe. Pourtant ils vont demander à l'empereur, bien intéressé par leur projet, de la soie, du fil d'or, mais ils vont jamais s'en servir finalement pour tisser. Mais cependant ils prétendent quand même fabriquer cette étoffe et donc du coup l'empereur aimerait savoir quelle est l'avancée de ce tissage et avant de vérifier lui-même il va envoyer 2 de ses ministres. Sauf que comme il n'y a rien sur le métier à tisser, les 2 ministres ne voient pas d'étoffe et pour eux ils croient que ça veut dire qu'ils sont stupides et qu'ils remplissent très mal leur fonction et donc du coup ils n'osent pas dire qu'ils ne voient pas de tissu. Donc du coup ils inventent un tissu avec des couleurs, avec des formes, des motifs qu'ils vantent à tout le monde. Regardez ce beau tissu. L'empereur lui-même quand il va se rendre compte qu'il voit rien va aussi prétendre qu'il voit une belle étoffe et finalement ça va être un peu comme ça avec toutes les personnes de la cour et de la population parce qu'un jour l'empereur va porter des vêtements faits dans ce fameux tissu, donc il croit vraiment qu'il est habillé alors qu'il est à poil le gars, et il va porter les 10 vêtements. Quand il va faire une procession, tout le monde est choqué parce que voit un empereur nu, mais du coup il se dit ça veut dire qu'on est stupide donc on va pas le dire, on va dire qu'on voit l'empereur habillé, mais la vérité va être établie quand un enfant va se demander et va demander aux autres mais pourquoi l'empereur n'a pas d'habit, pourquoi il est nu. Là aussi ce conte traite de la stupidité des gens, hein, c'est le cas de le dire, mais aussi finalement de la confiance en soi et de la peur du regard des autres. Ça
c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir aussi. Parce que finalement, personne n'ose dire qu'il ne voit pas d'étoffe par peur du regard que les autres peuvent porter en disant bah il est stupide ce gars. Alors que si tout le monde avait été honnête en disant qu'il ne voyait pas le tissu, ils auraient pu voir la supercherie des soi-disant tisserands et l'effet aurait pu être établi. Et de la confiance en soi et j'ai envie de te dire de la dignité, parce que l'empereur, quand il se rend compte pendant la procession que tout le monde le voit nu et que lui-même il se doutait qu'il n'y avait pas de vêtements mais qu'il osait rien dire, va essayer de garder sa dignité jusqu'au bout. Mais là encore il y a vraiment des points de vue qui diffèrent et on se rend compte que tout n'est pas vraiment comme on aurait voulu l'être. Donc voilà, des questions qui sont posées dans ce conte que je pourrais aussi vous laisser découvrir. Moi je donne juste quelques pistes d'interprétation, mais il y en a aussi d'autres, mais là c'est tout à chacun. J'essaye de faire court, vous m'avez dit de faire court sur Instagram, j'essaye de faire court. Le troisième conte que j'ai à vous présenter est La petite fille aux allumettes. Là aussi c'est vraiment un conte qui est très connu, qui aussi est assez court. Et là franchement je vais juste vous donner un résumé de ce conte, mais je vais pas forcément vous donner d'interprétation parce que voilà, chacun peut l'interpréter comme il veut en fonction de ses croyances, etc. La petite fille aux allumettes raconte l'histoire d'une petite fille qui est très pauvre, qui un soir d'hiver est dans la neige pieds nus avec des vêtements qui la couvrent pas vraiment, qui a très froid, et pendant toute la journée elle a essayé de vendre des allumettes aux passants, mais ce jour-là elle a rien vendu et elle n'ose pas rentrer chez elle parce qu'elle sait qu'elle va se faire battre parce qu'elle n'a pas ramené un sou chez elle. Elle n'ose pas non plus rentrer chez elle parce qu'elle sait que chez elle aussi elle aura froid, donc autant rester dehors. Sauf que elle a tellement froid qu'à un bout d'un moment elle se dit pourquoi pas allumer une allumette pour essayer de se réchauffer. Avant d'allumer une, et elle va voir une scène défiler devant ses yeux dans la flamme de la bougie. Pareil pour la deuxième, pareil pour la troisième, et à la quatrième elle va y voir sa grand-mère et à ce moment là elle va brûler toutes les allumettes pour essayer de la garder le plus longtemps possible avec elle. Sauf que quand ces allumettes sont éteintes, finalement sa grand-mère l'a prise dans ses bras pour l'emmener dans un autre monde, donc dans l'au-delà, et au petit matin on va retrouver le corps de la fillette et tous les passants vont se dire oh là là, la pauvre elle a essayé de se réchauffer avec des allumettes mais ça n'a pas suffi. Voilà le speech de ce conte, je vous laisse à propre interprétation, autant du regard extérieur des patients qui s'apitoient sur le sort de la gamine morte mais qui le faisaient pas forcément pendant la journée, et aussi cette image de la grand-mère avec cette grand-mère qui la prend finalement dans ses bras pour l'emmener dans un autre monde. Ça c'est vraiment en fonction des croyances de chacun, j'ai ma propre interprétation, je vais pas forcément vous la dire ici parce que j'ai pas envie de vous influencer. Voilà, c'est vraiment à chacun de prendre ce conte, de voir ce qu'il y voit et de comprendre ce qu'il y comprend, on va dire, et ce qu'il ressent, parce que franchement je pense qu'il peut y avoir autant d'interprétations possibles qu'il y a de personnes sur cette planète sur ce conte, en fonction de vraiment ce que chacun ressent et quel est notre rapport finalement au paranormal, parce que c'est vraiment le cas ici. Moi personnellement c'est un conte que je trouve très beau, qui est très poétique, et j'imagine dans la version danoise est très stylistique aussi. Il y a des moments comme ça, c'est frustrant de pas maîtriser une langue pour lire la version originale, mais vraiment c'est un conte qui est vraiment très beau en tout cas à lire, donc je peux que vous inviter à le lire. Il fait vraiment quelques pages donc ça coûte rien, au moins sur le plan de linguistique et stylistique il est vraiment très beau ce conte, et ensuite faites-vous votre interprétation personnelle par rapport à ce conte, je peux que vous inviter à faire ça, il est magnifique. L'avant-dernier conte pour cette vidéo est Les Cygnes Sauvages, et dans ce conte nous allons suivre des frères et sœurs, donc en fait 11 princes et une princesse, d'ailleurs seul personnage qui a un prénom qui est Elisa. Donc prince et princesse qui vivent dans un château, leur mère est décédée et leur père décide de se remarier. En fait il va se remarier avec une personne très malsaine, si je peux dire ainsi. Plus que de la méchanceté, vraiment, elle est vraiment malsaine. Elle est tellement méchante cette jeune femme qu'elle va envoyer la princesse ailleurs, à la campagne, alors qu'elle va transformer les 11 frères en cygnes sauvages. Donc les princes vont vivre dans la nature, la jeune fille dans la campagne, et elle va manipuler le roi pour qu'il puisse ne plus penser à ses enfants. Sauf que le roi un jour va vouloir revoir sa fille, sauf que ça ne va pas plaire à son épouse, et son épouse va barbouiller Elisa une fois qu'elle soit arrivée au château pour qu'elle ne soit pas reconnaissable, et effectivement son père ne sera incapable de la reconnaître et va la chasser hors de son château. Elisa va errer pendant un certain temps dans la campagne à rechercher ses frères parce que franchement pour elle c'est la seule chose qui est à faire, et sur son chemin elle va voir une vieille dame qui va l'envoyer sur un coteau où elle pourra voir 11 magnifiques cygnes qui vont se révéler être en fait ses 11 frères. Évidemment Elisa ignorait tout de ce sort, elle le découvre en même temps qu'elle redécouvre
roi ses frères et en fait ils vont lui expliquer que la nuit ils redeviennent humains mais que la journée ils se transforment en cygne. Elisa veut tout faire pour les sauver et un jour ses 11 frères vont l'emmener par-delà une mer dans un autre royaume où ils espèrent pouvoir être heureux. Elisa garde toujours en tête de sauver ses frères et un jour elle va revoir une vieille dame. D'ailleurs il y a une histoire avec Morgane, donc petit clin d'œil aux légendes arthuriennes. Pour moi la vieille dame c'est Morgane, mais bon ça si vous lisez le conte je vous laisse interpréter ça, j'ai pas trop envie de vous spoiler là-dessus. Et cette vieille dame va lui expliquer comment sauver ses frères. Il faut qu'elle coud avec un fil assez spécial 11 côtes de mailles qu'elle pourra balancer à ses frères pour qu'ils redeviennent humains, mais une fois que l'ouvrage aura commencé, Elisa ne devra absolument pas parler. Une fois qu'elle s'est lancée, son jeune frère sait ce qu'elle est en train de faire, donc ses frères franchement ne tentent pas de lui parler puisqu'ils savent qu'elle ne répondra pas. Mais alors qu'elle est en train de faire son ouvrage, il y a un roi pendant une partie de chasse qui va la découvrir et qui va décider de l'épouser. Elisa garde son silence jusqu'au bout, sauf que le roi se demande qu'est-ce qu'elle fait. Pendant un moment son ouvrage va être interrompu, mais elle va pouvoir le reprendre quand le roi va lui consacrer une pièce dans son château pour qu'elle puisse continuer à faire ses armures. Sauf qu'arrive à un moment où elle n'a plus de matière pour faire son fil, où elle va sortir du château pour récupérer des orties, parce qu'en fait les armures sont faites à partir d'orties. Orties qu'elle va retrouver dans un cimetière, mais dans ce cimetière il y a des sorcières et je crois que c'est le conseiller du roi qui ne voit pas ça d'un très bon œil et donc du coup va accuser Elisa de sorcellerie. Donc comment vous dire qu'Elisa va être condamnée à mort, mais même pendant sa condamnation elle ne lâche rien, elle veut à tout prix finir ses côtes de mailles pour ses frères. Va-t-elle y arriver? Ça je vous laisse le découvrir. Alors je sais que je le dis souvent quand je parle des contes d'Andersen, notamment quand je vous ai présenté La Reine des Neiges mais aussi La Petite Sirène dans les autres vidéos auxquelles je vous ai renvoyé en début de vidéo. Mais pour moi clairement dans ce conte il y a vraiment une dimension religieuse avec ces dimensions pieuses qu'il y a en Elisa, comme si elle était une sainte finalement, que même quand condamnée à mort elle ne pense qu'à une chose, c'est de sauver ses frères. Et surtout elle ne peut pas parler, donc elle ne peut pas exprimer ce qu'elle est en train de faire finalement, et comme quoi elle était innocente. Ça c'est vraiment quelque chose qui est ressenti dans ce conte. Je sais ça fait beaucoup d'interprétations religieuses que je mets chez Andersen, mais je vous rappelle qu'en général les auteurs du 19e étaient très croyants et en tout cas c'était le cas d'Andersen. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce conte aussi en fonction de quel passage on prend, et voilà, comme je vous dis je peux pas non plus vous spoiler la fin, n'est-ce pas, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce conte que je peux vraiment aussi vous encourager à aller découvrir, parce qu'il y a vraiment un truc dans ce conte qui est vraiment incroyable. Et pour finir il me reste à vous présenter Le Vilain Petit Canard d'Andersen, et c'est le conte vraiment que j'ai préféré dans les contes que je vous présente dans cette vidéo. Et d'ailleurs c'est un de mes contes préférés tout court. J'ai bien dit un de mes contes, pas le conte préféré. Bon bah Le Vilain Petit Canard je pense qu'il n'est plus à présenter, je pense que tout le monde le connaît, en tout cas j'espère. Donc Le Vilain Petit Canard commence avec une maman canard qui attend désespérément que ses œufs éclosent, sauf qu'il tarde à éclore. Un jour ses œufs éclosent et elle est contente de retrouver ses canetons, sauf qu'il y a un œuf qui tarde vraiment à éclore encore, et bien qu'elle a envie de partager du temps avec ses enfants, elle va quand même couver le dernier œuf. Sauf que quand ce dernier va éclore, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un canard laid, plus grand que les autres canetons, et que personne ne veut dans la basse-cour, parce qu'on est quand même dans une basse-cour. Bien qu'au début la mère essaye de l'aimer, elle va vite rejeter son enfant comme le reste des animaux vivant dans la même cour, que ce soit des poules, que ce soit des dindons, que ce soit des canards ou qu'est-ce que vous voulez. Et le vilain petit canard, bien qu'il en a marre d'être la risée de toute la basse-cour, va s'enfuir et parcourir le monde. Pendant qu'il parcourt le monde, va lui arriver de très mauvaises aventures. Là encore va être la risée de beaucoup d'animaux et beaucoup de personnes, à un tel point qu'il va se sentir très seul. Jusqu'au jour où il va voir des cygnes, il va s'émerveiller devant ces beaux oiseaux. Il rêve de devenir un jour un cygne, mais sait très bien que avec sa laideur, il ne le deviendra jamais, ce qui l'attriste encore plus. Passe la fin de l'été, passe l'automne, passe l'hiver, arrive le printemps. Il revoit ces fameux cygnes et alors qu'il va essayer de les voir de plus près, il va voir son reflet dans l'eau et là il se découvre être un cygne. Et alors qu'il devient un cygne, arrive quelque chose d'assez magique entre guillemets, c'est qu'alors qu'il était la risée quand il était caneton en étant soi-disant vilain et laid, il va se faire aimer de tout le monde parce qu'il est aujourd'hui un très bel oiseau et il est bien sûr
accepté parmi les signes. Alors ce conte, c'est vraiment un conte qui me touche énormément. Personnellement, il me parle beaucoup avec ce que j'ai pu vivre pendant ma jeunesse. Mais ce conte, c'est surtout un conte sur la différence. Finalement, c'est vraiment cette différence-là qui est traitée. C'est-à-dire que tant que vous êtes différent, vous êtes la risée de tout le monde se moque de vous, mais quand vous êtes beau et merveilleux, tout le monde vous aime. Il y a vraiment quelque chose qui est dénoncé dans ce conte. Et d'ailleurs, c'est quand même plus facile de les dénoncer avec des animaux. Mais finalement, ça nous parle aussi de la société, parce qu'on est vraiment dans un microcosme qui fait avec des animaux, mais ça nous parle en fait de la place qu'on a dans la société, quand on est rejeté, quelle place qu'on a, et quand on est aimé, quelle place on a, et aussi avec notre différence physique finalement. Parce que le vilain petit canard, quand il était encore vilain et caneton, personne voulait apprendre à le connaître, mais tout le monde le jugeait par son apparence, et même quand il était cygne, personne n'apprend à le connaître, on le juge aussi pour son apparence, avec sa merveilleuse allure. Et donc conclusion qu'il est plus facile de se moquer que d'apprendre à connaître les autres. Mais ce conte parle aussi de l'isolement, du renfermement qu'on peut avoir suite aux moqueries, mais aussi des traces que la méchanceté peut laisser sur nous. Parce que finalement à la fin de ce conte, on a aussi une idée que même si à la fin il est aimé, il a vraiment du mal avec la générosité qu'on lui accorde, avec la gentillesse qu'on lui accorde, et en fait on voit vraiment que la méchanceté laisse de sacrées traces sur quelqu'un. Et c'est vraiment ça aussi qui est énoncé dans ce conte. Et même vers la fin, même quand il croise des enfants qui veulent simplement jouer avec lui, il aura tendance à fuir. Il ne voit pas les mains qu'on peut tendre pour qu'il puisse se sentir aimé. Donc finalement, même si ce conte a une fin positive, c'est vraiment un conte qui est très triste et qui fait réfléchir en tout cas. Il y a d'autres thématiques aussi à aborder, avec notamment la figure maternelle avec la maman canard, mais bon ça je vous laisserai découvrir, c'est vraiment annexe. Mais vraiment cette idée de la différence est vraiment très présente dans ce conte, et en tout cas moi personnellement ça me parle parce que je me reconnais finalement dans ce petit canard au final, avec des gens avec qui ça s'est pas forcément bien passé dans le passé, et là cette lente reconstruction que je fais aujourd'hui, c'est un peu story time, mais voilà, je tiens à le dire, et que heureusement sur mon chemin j'ai quand même découvert des gens qui m'ont tendu des mains et qui m'ont fait sentir être moi-même finalement, et j'avais plus l'impression de jouer un rôle. Ça c'est pour la story time, bonjour. Ça arrive dans les chroniques, mais c'est aussi ça qui est beau dans la littérature, c'est qu'on ressent des choses qui nous parlent, mais aussi par notre passé. Voilà, ça c'est dit, ciao, bonsoir. Mais à un moment vous aurez compris pourquoi ça me touche autant, le vilain petit canard. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce conte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je n'ai aucune idée de quel temps elle a duré, là je vous avoue. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces contes, de découvrir Andersen. Je vous rappelle, pour La Petite Sirène et La Reine des Neiges, vous avez des liens, des vidéos en barre d'informations. J'arriverai encore avec une dernière vidéo sur Andersen où je vous présenterai d'autres contes qui sont moins connus mais qui seront tout aussi intéressants, en tout cas pour moi, et des contes que j'aurais apprécié découvrir et que j'espère vous donner envie de les lire. Enfin bref, on arrive quasiment à la fin de ces vidéos sur Andersen. Donc je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!